rencontre, sans la communication et le partage avec autrui. Merci de l'applaudir. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait notre monde sans le partage, sans la communication, sans les rencontres, sans la transmission? Je me présente, je m'appelle Rémi Camus, je suis aventurier, explorateur et formateur en technique de survie. Alors si on regarde un petit peu sur la survie, eh bien, il existe une règle qu'on appelle la règle de 3. C'est une règle qui permet de hiérarchiser vos priorités dans un environnement de survie ou alors d'extrême urgence. Ça peut varier en fonction de votre âge, de votre condition physique, du biotope dans lequel vous êtes en train d'évoluer et puis de vos connaissances. C'est une règle qui est très connue du milieu militaire et puis de toutes les personnes qui aiment faire des randonnées, des treks. Vous avez déjà entendu parler de cette règle de 3 ? Ça vous dit quelque chose ? Alors je vais vous l'énumérer, comme ça vous allez l'avoir en tête. On commence avec cette règle sur 3 secondes d'inattention. Alors 3 secondes d'inattention, c'est la chose bête. Vous êtes en train de marcher en pleine montagne, vous avez un point de vue culminant magnifique, et puis juste devant vous, il y a un trou, vous ne faites pas attention, vous mettez le pied dedans, et on se fait une cheville. Mais ça peut être également dans la vie de tous les jours. Vous êtes au volant de votre voiture, le téléphone est posé sur le siège passager, ça sonne, vous vous penchez pour regarder qui est en train d'appeler, et la voiture juste en face de vous, pile à ce moment-là. Ensuite, on parle de 3 minutes sans oxygène dans les organes vitaux. Alors c'est un truc qui peut arriver dans tous les jours. Si vous partez par exemple à la piscine, vous êtes en train de nager, il y a plein de gamins, il y en a un qui vous saute dessus, et il trouve que vous êtes une bouée plutôt confortable. Donc il s'appuie sur vous, vous êtes sous l'eau, et lui il est au-dessus. 3 minutes, c'est des moyennes à peu près. Ensuite, on va parler de 3 heures. 3 heures sur la régulation thermique. Notre corps doit maintenir sa température à environ 37,2. Donc il faut toujours faire attention à l'hypothermie et l'hyperthermie. Ensuite, on va parler de 3 jours. D'après vous, 3 jours de quoi? Exactement. 3 jours sans boire de l'eau. Il y en a qui peuvent faire autre chose. 3 jours sans boire de l'eau. On a besoin d'hydrater notre corps régulièrement. Ensuite, d'après vous, 3 semaines sans quoi? Exactement, 3 semaines sans manger. Donc on a des réserves. 3 semaines sans manger, on a le temps. Puis on passe à 3 mois. Qu'est-ce qu'il y a en 3 mois? C'est 3 mois d'hygiène. Vous allez me dire que je ne comprends pas. Alors, ce n'est pas se brosser les dents pendant... c'est pas ça. J'en connais certains qui ne se lavent pas pendant 1 an et tout va très bien pour eux. Mais ce n'est pas là-dessus. C'est plus si, par exemple, vous partez dans une forêt, dans un environnement très hostile, vous allez vous ouvrir le bras, vous allez vous faire mal aux pieds. Eh bien, ça va s'infecter, peut-être ça va gangréner. Et il faudra prendre une décision. Dans cette règle de 3, dans tous les cas, la finalité, c'est souvent la mort. Et enfin, on va parler de 3 années sans, d'après vous, exactement, contact social. Quand on regarde cette règle dans son ensemble, eh bien, le début de cette règle est très axé sur la partie physiologique du corps humain. L'air, après vous avez la régulation thermique, l'eau, la nourriture. Mais plus on avance sur les mois, voire les années, on passe sur autre chose, quelque chose qui est indirect à l'aspect physiologique du corps humain. C'est les rencontres, c'est le partage, c'est la communication. Si l'être humain est coupé de communication, si vous n'avez plus de contact social, si vous êtes perdu sur une île déserte pendant 4 ans et que vous trouvez un ballon qui s'appelle Wilson et que vous commencez à lui parler, ça va très mal. Et donc forcément, on a besoin de ces relations. Parce que sans ça, il n'y a aucun sens à la vie. Les interactions sociales sont la base de la survie et de notre bien-être en tant qu'être humain. J'ai eu la chance de réaliser de grandes aventures depuis longtemps. Et même si mes aventures étaient très axées sur le dépassement de soi, c'était quelque chose qui était ancré en moi et que je voulais vivre à travers mes aventures. Et bien même si, lorsque je partais à l'autre bout du monde, la notion d'être seul était quelque chose qui m'intéressait également, ce que j'aimais vivre à travers mes aventures, eh bien, c'était les aventures humaines qu'il y avait. Et ça, c'était excitant.
Alors je vais vous partager quelques anecdotes pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce que je veux dire sur la notion du partage, des rencontres et de la communication. 2011, je décide de faire ma première aventure, de traverser le continent australien en courant, Melbourne-Darwin, ce qui fait à peu près 5400 km en courant avec une petite remorque qui fait une quarantaine de kilos, construite par mon papa. 5400 km en 100 jours, et donc le but c'était d'aller rencontrer les aborigènes dans 2 communautés. La première, elle s'appelle Kaltukatjara, je vous redemanderai après, et la deuxième, elle s'appelle Mutijulu. Et ils parlent un seul langage qui s'appelle le Pitjantjatjara. Prenez des notes, attention. Donc on est en janvier 2012, je suis à Yulara, le resort qui se trouve en plein centre de l'Australie, pas très loin de Alice Springs, la grande ville. Et donc on est à proximité du parc Uluru Karachuta. Et je désire aller donc dans la première communauté aborigène qui s'appelle, ils ne prennent pas de notes, Kaltukatjara. Et donc je suis avec ma petite remorque, je regarde la distance, il y a environ 270 km pour pouvoir arriver dans la communauté aborigène. Donc je fais la première portion, qui est relativement simple, c'est de la route du bitume, et j'arrive à Karachuta, donc c'est 36 dômes qui sont dans le parc, magnifiques, et je me trouve à cet endroit-là, et je sais que la portion qu'il va y avoir entre Karachuta et la communauté se situe à environ à 200 km. C'est une piste de terre battue avec du sable rouge qui s'enfonce plutôt bien avec une remorque chargée à 40 kg. J'ai plein d'eau, plein de nourriture, je suis paré et j'estime 4 jours pour faire les 200 km. Je commence à avancer, tant bien que mal. Il n'y a pas grand monde, on est dans le bush australien, il n'y a pas de voiture, il y a très peu de véhicules, très peu de camions. Les seuls véhicules qui passent, c'est les aborigènes. Personne ne s'arrête forcément. Et puis au loin, on voit de la fumée. Et forcément, s'il y a de la fumée, c'est qu'il y a une activité. Et il y a un véhicule qui arrive, c'est un gros camion. Le camion s'arrête à ma hauteur. Et moi, je suis en train de regarder la benne du camion. Il y a une cuve remplie de carburant. Et devant, il y a une cuve qui est remplie de flotte. Et je peux vous dire que je suis en train de baver devant la cuve qui est remplie d'eau. En train de me dire, j'aimerais bien pouvoir l'avoir aussi, celle-là. Le monsieur descend. Et c'est ce monsieur-là. Sur cette image-là. Je suis avec lui, en plein milieu de l'Australie. Il sort du véhicule et il me dit « Bon, écoute, je prends cette route-là très régulièrement. J'ai vu des mecs en vélo, j'ai vu des mecs en moto, j'ai vu des mecs en 4x4, en voiture. C'est la première fois que j'en vois un en train de courir. Est-ce que tout va bien ?» Je dis « Ah, il fait un petit peu chaud. » Enfin, il faut imaginer, c'est lunaire, il fait 50 degrés. Et il me dit « Tout va bien ?» Je dis « Ouais, il fait chaud, je suis juste avec mon eau et ma nourriture, mais ça devrait le faire. » Il dit « Ok, très bien. » Il fait demi-tour et il remonte dans son véhicule. Et il me sort ce qu'il y a dessus. Un sandwich avec du jambon et des gherkins, je ne l'ai plus en anglais, cornichons, merci, avec des cornichons. Il me sort des céréales, des barres de céréales. Il me donne un Coca Light et un café glacé qui venait de sortir de son réfrigérateur à l'intérieur de son véhicule. Un café glacé. Il fait 50 degrés. Ça a été mon plus beau cadeau de Noël, de me retrouver en plein milieu du bush australien avec un mec qui s'arrête et qui vient juste partager quelque chose avec un total inconnu parce qu'il voulait juste me faire plaisir. Et je lui dis « Mais toi, tu vas faire comment ?» Je dis « T'inquiète pas pour moi, j'ai encore 300 km, j'attendrai bien pour avoir un point d'eau et un peu de nourriture. » Je peux vous assurer que je me suis arrêté et j'ai dégusté ces barres de céréales et ce Coca Light avec ce café glacé, en plein posé vraiment dans le bush à me dire « Mais j'ai une chance inouïe d'avoir vraiment vécu ce meilleur cadeau de Noël que j'aurais pu avoir. » En 2013, je décide de faire la descente du fleuve Mekong en hydrospeed, donc du Tibet jusqu'au Vietnam. Ça représente 4400 km avec un flotteur qui me permet de descendre tout le fleuve entièrement. Le but, c'est d'aller à la rencontre des gens et c'est de comprendre leur mode de vie autour de l'eau. Et puis, j'ai une problématique sur mon visa. Mon visa chinois va bientôt s'expirer. Il va falloir renouveler ce visa. Donc là, j'essaye de trouver la solution et je me mets à faire l'aventure dans l'aventure. Je trouve un petit village perdu sur un bassin de rétention d'eau. Je laisse toutes mes affaires au médecin du village et je lui dis « Garde ça, il faut que je passe... » Enfin, c'est vraiment un plan bizarre, complètement pourri, je l'admets. Je lui dis « Je veux partir en Birmanie pour sortir du pays et revalider mon deuxième visa. » Il me regarde, il fait Je prends mes affaires, mon petit sac à dos et je pars. L'aventure dans l'aventure.
J'arrive dans une toute petite ville, alors je dis petite parce que là-bas c'est vraiment petit, de plusieurs millions d'habitants, et je me retrouve avec un monsieur qui travaille au PSB, Police Security Border. Et ce monsieur, je lui explique ce que j'essaye de faire et que je voudrais passer en Birmanie. Il me dit, mais attends, il y a une petite problématique. Si tu passes en Birmanie, tu n'as pas de visa birman. Je fais, non, pas du tout. D'accord. Donc là, tu vas sortir de la Chine et tu vas te retrouver dans un no man's land et la Chine ne va pas t'accepter parce que tu n'es pas sorti. Je dis, oui, effectivement, ça va être problématique. Donc il dit, j'ai une idée, pour quelques poignées de dizaines d'euros, je vais t'annuler ton visa et je t'en refais un. Donc je me retrouve avec un nouveau visa, super content de 30 jours, bien plus ce qu'il en fallait pour pouvoir sortir de la Chine. Je fais tout le chemin inverse pour retourner dans ce petit village. Et je me dis, ça ne sert à rien de partir, autant en profiter. Je suis là, autant de passer un petit peu de temps avec les gens. Et donc je retourne voir ce médecin du village pour discuter avec lui. Et il me dit, tu vas aller dormir déjà dans un petit hôtel à proximité, et puis tu pourras venir tous les matins, tous les midis et le soir, manger avec nous. Il a une toute petite maison, elle doit faire 9 mètres carrés. La chambre se trouve à l'arrière, et il a une toute petite pièce de vie où il cuisine, et c'est également l'endroit où il mange. Il a sa grand-mère, sa femme, sa fille et lui-même. On est posés tous les matins, tous les midis et tous les soirs. À côté de moi, il y a sa femme, et en face, il y a sa grand-mère, avec sa grande fille qui est juste à côté. Et elle est assise vraiment assez loin de moi. Ça, c'est le premier jour. Elle me regarde en passant la tête sous les bras de sa grand-mère. Le deuxième jour, elle s'est déplacée. Elle est entre la grand-mère et moi. Puis elle me regarde, elle se demande c'est qui ce grand barbu là, qui est habillé bizarrement comparé aux autres. Le troisième jour, elle est assise à côté de moi avec des yeux comme ça en train de me regarder, en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que je fais là. Le quatrième jour, je dois l'emmener à l'école. J'ai la main dans sa main et on marche ensemble, on traverse tout le village pour aller à l'école. Et à l'école, je ne dois pas quitter les lieux, je dois rester avec elle et passer toute la journée à apprendre les mathématiques. Je ne comprends rien, mais ce n'est pas grave. C'est des moments qui sont priceless, mais vraiment. Le cinquième jour, sixième jour, on finit notre séjour à ce moment-là, et je leur fais comprendre qu'à un moment donné, malheureusement, il va falloir que je reparte faire mon aventure. Donc je me dirige vers le bord du Mékong, je suis habillé, prêt à sauter dans l'eau, et tout le village est là. Tout le village est là en train d'attendre. C'est cette petite fille qui est au milieu. Et tout le village est en train de me dire au revoir, et je regarde autour de moi, et je ne vois pas cette petite fille, mais je vois la maman. Alors je lui demande, avec des gestes, parce qu'on parlait ni anglais. Moi, je ne parlais pas chinois, alors je lui fais comme ça, avec les yeux. Et elle me dit, ça ne va pas du tout, elle est en train de pleurer, elle ne veut pas venir. Donc je lui dis, je ne partirai pas tant que je ne l'aurai pas vue. Donc cette petite fille, elle est partie la chercher, et quand elle est revenue, elle est arrivée près de moi, et on s'est mis tous les deux, moi je me suis mis à genoux pour être à sa hauteur, et on s'est pris dans les bras. J'ai versé des larmes, j'ai pleuré, et elle aussi. On ne se comprenait pas, On communiquait juste par des gestes, par des sourires. Mais je peux vous assurer qu'on avait une vraie complicité et qu'il y avait un vrai échange entre nous. Et je suis reparti et je lui ai fait un gros bisou en lui disant « Je ne sais pas si on se reverra un jour, mais tu es une chouette nénette et j'espère que tu réussiras plus tard dans la vie. » Et j'ai poursuivi mon aventure pour terminer, 6 mois plus tard, au Vietnam. En 2018, j'ai fait un tour de France à la nage. Je suis parti de Dunkerque et j'ai longé les côtes françaises. Alors vous allez me dire, il a fait le tour de France, les Pyrénées. Oui, je sais, on nage pas bien dans les Pyrénées, ni le Jura. Okay. J'ai vraiment longé les côtes françaises. Okay. Donc j'ai fait 2650 km à la nage pendant 3 mois et demi. Je faisais des étapes d'environ 25-30 km par jour, 11, 12, 13 heures de nage à nager. Ce que je retiens dans cette aventure humaine, ce sont les centaines et centaines de bénévoles qui étaient là au quotidien pour me mettre des coups de pied au cul, tous les jours. Rémi, retourne dans l'eau. Rémi, réveille-toi. Rémi, mange, faut que tu ailles nager. Encore, il te reste encore 1000 km. Vas-y, tu vas le faire. Et on est arrivé à Monaco, après 3 mois et demi d'efforts. Et quand je suis sorti de l'eau, il y avait la banderole. Et je me suis dit, nous avons fait un Tour de France à la nage. Sans vous, on n'aurait jamais réussi à le faire. Parce que si vous n'avez pas été là pour me pousser au quotidien, c'était impossible. Ce que je retiens de ce Tour de France à la nage, c'est une autre notion. Caché derrière un poteau, il y avait un monsieur qui était là.
que personne ne savait qu'elle allait venir. C'était mon vieux, mon père, qui normalement ne quitte jamais son village. Quand il a plus le clocher de l'église en vue, il est perdu. Mais il a fait l'effort de descendre jusqu'à Monaco. C'était un vieux bougre. Et il est arrivé près de moi. Personne ne s'attendait à ça. On s'est regardé, je me suis mis à pleurer. Et mon papa aussi. On a pleuré tous les deux. On s'est pris dans les bras. Et je lui ai dit, putain, il a fallu 3 aventures pour que tu comprennes tout ce que je faisais. Et il m'a regardé, et à sa manière, il m'a dit, je t'emmerde. Ça voulait dire je t'aime à sa façon. C'était une façon de communiquer parce qu'il ne savait pas le faire. Mon papa est mort l'année dernière, et j'ai mis 37 ans pour comprendre sa forme de communication. Il ne savait pas parler. Mais le simple fait d'être à côté de lui et de poser ma main sur son épaule pendant qu'il fumait une cigarette, eh bien c'était suffisant pour lui pour avoir de la présence et communiquer. La communication, le partage, les rencontres, eh bien c'est des choses essentielles pour l'expérience humaine et l'aventure de la vie. On a besoin de ces échanges pour pouvoir grandir, pour pouvoir nous épanouir. Ils sont indispensables. Le partage, quant à lui, eh bien, permet de créer des liens, de tisser des liens. J'ai oublié de vous montrer ça. Ça, c'était mon papa, quand on a fait le Tour de France à la nage. Et ces liens, ils sont extrêmement forts. Et quand vous partagez avec les gens eh bien, vos émotions, vos expériences, quand vous partagez vos doutes, eh bien, vous créez des choses beaucoup plus profondes avec les gens qui vous entourent. Et c'est extrêmement important. Et le partage, il a plein de formes. Moi, je vous ai parlé de ce que j'ai vécu sur l'Australie, pendant le Mékong ou sur le Tour de France à la nage. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau que, par exemple, partager du temps avec des gens que l'on aime? C'est extrêmement important de partager du temps. C'est une chose inestimable, le temps. Toutes ces valeurs, toutes ces notions, elles sont essentielles pour notre bien-être, pour notre croissance, pour notre développement personnel, pour notre humanité. Au tout début, je vous ai parlé de transmission. Eh bien, je peux vous dire que depuis que je suis jeune papa d'une petite fille qui a 8 mois, eh bien, le mot transmission, il prend tout son sens pour moi. Il va au-delà du simple partage, parce que je veux pouvoir lui enseigner un maximum de choses. Alors, si vous ne voulez pas voir notre monde s'effacer tout doucement, eh bien, continuons à rencontrer, à partager, à échanger, afin de transmettre eh bien, de belles valeurs aux personnes qui nous entourent. Je vous remercie.